Oh, tu te la joues, hein? Retournez dans l'univers de Nanatsu no Taizai avec une nouvelle histoire et l'un des personnages favoris du manga, accompagné de l'animation plébiscitée qu'il mérite. Cette histoire doit être un mensonge ou bien apparemment non. Avec cette histoire qui va vous plaire, passant des 7 péchés capitaux aux 4 chevaliers de l'Apocalypse. Mais commençons par le début avec Perceval, un garçon de 15 ans qui aime chasser des oiseaux, comme celui-ci avec son grand-père. Malgré son âge, ce dernier reste très puissant, si bien que son petit-fils ne faiblit pas et le suit avec agilité et force. Cependant, cela n'a pas d'importance pour eux. Ils aiment simplement cuisiner, chasser un moment, passer du bon temps ensemble, faire des compétitions de sumo, des choses simples pour être heureux. En plus de se préparer, car Perceval est à un jour de fêter ses 16 ans. C'est à cette date que son grand-père et le père du héros ont quitté le nid pour découvrir le monde qui se trouve en bas de cette montagne si haute, mais pourtant minuscule, et où n'importe quel aventurier serait heureux, car il peut y trouver des magiciens, des chevaliers, des sorcières et beaucoup de mystères. Cela importe peu au garçon qui veut juste passer ses après-midi et ses soirées avec son grand-père. Il le dit surtout parce qu'il aime passer du temps avec lui. Mais la vérité, et il ne peut pas le cacher, c'est que l'idée de parcourir le monde le fait rêver. Tellement que cette nuit-là, à force de penser, il n'arrive pas à rester en place et finit par s'endormir dehors, devant la maison. Et là, il voit s'approcher un chevalier sur une barque fantôme. Cela l'impressionne, lui qui n'a vu que des nuages toute sa vie. Attention, c'est le chevalier sacré Ironside qui est à la recherche d'un vieil ami nommé Bergis, justement le grand-père, alors il le laisse passer. Cependant, il ressent une aura étrange chez ce type. Et grâce à un pressentiment, au lieu d'admirer la barque, il sait qu'il doit rentrer chez lui. En effet, le chevalier retrouve son grand-père et en le voyant utiliser une arme sacrée pour couper de la viande, il le reconnaît comme ce compagnon avec qui il s'est enfui de son maître il y a 16 ans. Il lui répond que c'est eux qui l'ont trahi, déclenchant ainsi un combat épique. Cependant, le chevalier est bien au-dessus de sa puissance avec ses attaques en X. C'est alors que Perceval arrive pour voir son grand-père mourant. Et non seulement cela, mais le chevalier tue aussi le petit. Ce n'est pas pour une raison personnelle, mais parce que, selon la prophétie d'Ironside, les 4 cavaliers de l'Apocalypse apparaîtront bientôt pour tuer leur roi, et il doit éliminer les candidats potentiels. Cependant, il n'a pas pris en compte que le petit, malgré sa blessure, est fort. Il se lève pour dire au revoir à son grand-père qui n'a pas eu sa chance. Se sent-il alors coupable de ne pas avoir pu le protéger? Cependant, le vieil homme sait que dans sa vie, il trouvera la personne qu'il devra vraiment protéger. Il n'était qu'un vieil homme très heureux que son petit-fils ne veuille pas l'abandonner si vite. Et maintenant, avec la situation, il est libre de découvrir le monde en lui disant ses derniers mots. Et en fait, Ironside est réellement son père. Cependant, sans beaucoup plus de force, il fait simplement ses adieux à son cher petit-fils, laissant le protagoniste qui passe plusieurs jours en deuil. Il découvre aussi le cadeau préparé par son grand-père pour son anniversaire et une lettre rappelant combien ils étaient heureux ensemble. Voilà pourquoi, une fois rétabli, le protagoniste enterre son grand-père puis part à l'aventure vers le village. Il lui faut plus d'une journée et demie pour atteindre la chère Britannia. Ça vous parle? Et voici un peu d'histoire. Car cette terre, comme les fans le savent, a été divisée par la grande guerre entre démons et anges, qui s'est terminée grâce à un groupe de bêtes appelés les 7 péchés capitaux. Et maintenant, nous nous retrouvons dans la même Britannia, mais 16 ans plus tard. Et c'est ici que Perceval, un peu perdu, rencontre ce renard qui semble ne pas le comprendre, mais auquel il s'attache malgré tout. Et il le suit jusqu'à tomber sur ces artistes de cirque qui s'entraînent à leur tour et qui, sans s'en rendre compte, ont un spectateur très enthousiaste devant leur travail. Malgré tout, le plus rusé du groupe, Donnie, profite de sa naïveté et lui fait disparaître ses affaires par un tour de passe-passe pendant qu'il s'enfuit. Ainsi, les 2 autres savent que ce qu'ils font est mal, surtout en voyant combien ce garçon semblait seul. Cependant, avant qu'il ne puisse revenir, le prota les rattrape et, de façon naïve, apprécie beaucoup le tour de Donnie. Il gagne donc un peu d'affection de la part de ce groupe. Il leur demande alors s'ils connaissent Ironside, le chevalier sacré qui a tué son grand-père, en le disant sans aucune gêne. Bien que personne ne sache rien, ils lui conseillèrent d'aller demander dans le village voisin, même sans compétence. Comme si de rien n'était, ils en profitent pour se rapprocher un peu de lui, pendant qu'ils racontent leurs propres problèmes et comment ils travaillent avec la magie. Parce que les 3 n'ont jamais pu aspirer au but de tout aventurier, devenir un chevalier sacré, car leur pouvoir n'a jamais été suffisant. Mais bon, ils continuent leur chemin. Cependant, il semble que le village soit attaqué par un loup, et c'est une occasion de gagner un peu d'argent.
ou au moins une nuit à l'auberge. Ce qui se passe, c'est que le petit loup s'avère être un monstre et le mieux à faire est de fuir. Cependant, dans la cabane, il y a des victimes et le protagoniste s'est promis de ne jamais abandonner personne s'il a le pouvoir de les protéger. Cependant, en utilisant l'arc, il se met simplement en danger. Et c'est là que Donnie, dans son orgueil, fait ressortir un peu ce chevalier qu'il veut devenir. Et il finit assez blessé. Alors Percival, en voyant cela, libère son pouvoir et utilise seulement ses mains. Et dans une scène impossible, il abat la bête d'une simple gifle, ce qui libère une sorte de sceau maudit que nous avions déjà vu avec l'oiseau que son grand-père avait chassé quelques jours auparavant. Mais l'important, c'est qu'il devient un véritable phénomène dans le village et désormais un héros pour tous. Mais la célébrité ne l'intéresse pas, il prend juste un bain avec Elba, tout est normal. Ils se voient nus, discutent et se rapprochent. Et ici, elle pense que Percival est un enfant, mais il s'avère qu'il a le même âge que les autres. Et c'est là que commence sa quête d'Ironsid. Personne ne semble avoir d'informations. Ou presque personne, car ce guerrier en armure nommé Pelgar apparaît, connaissant Ironsid à cause de leur ressemblance et aussi le grand-père. Au point qu'il commence à les manquer de respect et que le grand costaud s'interpose juste pour se prendre un coup de cette bête inamovible. Alors, n'étant pas d'accord avec Percival, il engage un combat où le chevalier semble avoir beaucoup de foi en la force du héros. Mais finalement, ce n'est pas grand-chose pour lui. Il le comprend, puisqu'il n'utilise ni armes, ni magie. Sa seule option est donc de le faire abandonner pour l'emmener, son objectif. Tandis que les autres assistent impuissants à la raclée, où persister rend les coups plus douloureux. Cependant, lorsqu'un enfant du village décide de le motiver, tout change, car pour la première fois, il parvient à bouger l'armure la plus lourde du village. Ignorant posséder une telle magie, il ne comprend pas ce qui arrive à son corps. Mais son pouvoir est immense, et le chevalier le sait, c'est pourquoi il utilise aussi sa propre magie. Le protagoniste lui a dit que c'était le plus juste pour le combat. Cependant, les flammes de Pelgar finissent par être trop puissantes et enveloppent le protagoniste, qui devrait abandonner avec de telles blessures, mais il ne le fera pas. Et il se passe quelque chose de curieux. Plusieurs marionnettes du protagoniste apparaissent, ce qui est très intéressant, car même si ces créatures ne sont pas très puissantes, Percival utilise plusieurs types de magie, que ce soit par son aura dorée, par ses petites créatures de transmutation ou parce qu'il se soigne lui-même. D'après ce chevalier, qui a beaucoup d'expérience, il n'a vu qu'une seule personne sur 1 million capable de cela. Donc maintenant, il a besoin de l'emmener avec lui. Cependant, Perceval veut continuer le combat, donnant ainsi au peuple l'espoir qu'il peut gagner. Et c'est Donnie qui parvient à gagner un peu de temps grâce à sa magie, car il sait que la force de ce chevalier noir est retenue. Alors, avant que la tragédie ne se produise, Donnie décide d'utiliser quelques-uns de ses tours. Mais il est déjà trop tard pour fuir. Heureusement, le renard d'avant apparaît, et sans en faire trop, il se met sur le chemin des protagonistes. Et en utilisant un orbe magique, il emmène ses humains, avant qu'ils ne soient tués, jusqu'aux os d'un dragon. Et c'est ici que, sorti de nulle part, la créature appelée Sin commence à parler et dit au protagoniste qu'il doit l'accompagner avant qu'on ne le trouve. Cependant, ces chevaliers noirs ont besoin d'une explication sur ce qui se passe, nous racontant qu'il existe une organisation de chevaliers noirs qui partagent certaines similitudes dans leurs armures robustes et qui servent le roi maléfique. Ce dernier a peur, car la prophétie dit que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, nommés guerre, famine, peste et mort, mettront fin à sa vie. Ils sont tous géniaux, mais avant qu'ils ne se révoltent et détruisant le monde, certains, comme le roi, veulent les éliminer. Et l'organisation du renard cherche à empêcher les cavaliers de semer le chaos. C'est pourquoi il doit l'accompagner, et s'il accepte, il l'aidera à trouver l'endroit où se trouve son père. Mais d'abord, ils devront voyager à Lyons, une ville qui leur est assez familière. Pendant ce temps, allons à Camelot, un royaume caché où se rassemblent les chevaliers noirs. Et leur chef, il leur fournit plus d'indices sur les cavaliers. Ce sont des adolescents au pouvoir spécifique, avec des physiques en particulier et des coiffures excentriques. Ce qui rappelle à Ironside, qui est présent, son fils, dont il n'a pas vraiment vérifié s'il lui avait réellement ôté la vie. Quelque chose que Pelgar considère comme un gâchis, car il pourrait entraîner le petit comme un allié avec tout ce pouvoir. Cela crée une tension entre ces deux-là, car le père doit éliminer Percival. Par fierté envers son roi, ce qui lui fait même perdre tout sentiment pour son propre fils. Et en plus, parce qu'il a peur de son pouvoir.
car c'est le cavalier qui a le plus de chances de détruire ce monde, mais qui pourrait aussi n'être qu'un enfant qui s'amuse à poursuivre tout ce qu'il voit. Eh bien, voyons voir, il se perd même dans une forêt où les fées remarquent qu'il est entré. Pendant que Donnie et Shin, à la recherche de nourriture, rencontrent cette géante qui, pendant sa prière, parle avec l'humain. Car dans la forêt où elle vit, il y a dernièrement des créatures inquiétantes, justement celles que Percival chasse pour le dîner. Le problème, c'est qu'il entend des cris dans une petite maison, et en enquêtant, il tombe sur cet otage qu'il parvient à libérer et qui s'échappe sans problème. Cependant, il y avait quelqu'un derrière, et celui-ci en profite pour endormir le protagoniste et remplacer le sujet d'expérimentation qu'il lui a pris. Avec un visage plutôt macabre, puisque le type connu sous le nom de Natiens était le responsable de tout le chaos dans la forêt. Et ces créatures timutément. Et c'est quelque chose que craignent aussi bien les fées que la géante, car ce type est connu sous le nom d'herboriste. Dément parce que ses expériences sur des créatures vivantes sont les plus macabres. Pendant ce temps, ses compagnons Donnie et Shin le cherchent, craignant tout ce qu'il pourrait lui faire. Ce type appelé Natiens, avec ses potions, surtout avec la sale réputation qu'il traîne à cause de toutes ces créatures. Cependant, la géante ne semble pas vraiment d'accord avec cela. Pendant ce temps, le protagoniste à moitié nu est prêt pour les expériences pour lesquelles Natiens lui a enlevé ses vêtements. Parce que ces vêtements contiennent une charge magique cachée. Attention à cela, en fait, il reçoit des doses de potions que son corps assimile instantanément, tout comme leurs effets. Ce qui enthousiasme l'herboriste, qui a maintenant le sujet d'essai parfait. Cependant, quelque chose ne colle pas, car le type est plus calme qu'il n'y paraissait. En fait, il est très empathique. On peut aussi lui dire qu'il l'a confondu avec Ren, car c'est lui qui l'a attaqué en premier chez lui, comme l'avait fait la fée présente auparavant. Et son regard de vieux pervers, il l'a depuis qu'il est enfant. Cela vient du fait qu'il montre tout ce qui l'excite, en se mordant et en donnant des indices que le but de ses potions n'est pas aussi personnel qu'il y paraît. Pendant que Donnie et les autres essaient de survivre à toutes les bêtes mutées de la forêt. Maudissant l'herboriste qui, après avoir levé le malentendu avec le protagoniste, le laisse finalement partir. Si son corps parvient à supporter la potion ultime qu'il est en train de préparer, laquelle pourrait aussi facilement le tuer. C'est pourquoi le protagoniste, qui aurait pu se libérer depuis un moment, s'éloigne et prend ses affaires pour que Natiens, désespéré, l'attaque, et le protagoniste sans problème note tout ce qu'il peut. Cependant, en entendant le type désespéré, il se rend compte que cette potion est justement préparée pour sauver la vallée. Quelque chose diffère de ce que nous savions. Il choisit donc de lui faire confiance. Et il boit lui-même le poison, qui le fait se tordre un peu, mais il se relève rapidement avec plus de force et l'énergie nécessaire pour parcourir toute la Britannia en un instant, faisant l'expérience. Un succès grâce à l'intuition du protagoniste. Et c'est pourquoi Natiens lui en est très reconnaissant, qui pour une raison quelconque décide de boire le reste de la potion. Ce qui le fait directement s'endormir un moment, tandis que Donnie et les autres apparaissent soudainement pour voir si le protagoniste va bien, et en compagnie de l'ennemi de toutes les fées de la vallée. Cependant, alors qu'il est inconscient, il mentionne Ordo. Et selon les petites créatures, Ordo a été, il y a longtemps, le premier humain à avoir touché cette forêt. Et c'était une personne très gentille qui a consacré son temps à étudier toutes sortes d'ingrédients et à préparer des médicaments justement pour les créatures du lieu, devenant ainsi une sorte de chef. Et avec le temps, il a rencontré la nonne Natiens, qui, ayant été abandonnés depuis l'enfance, il a décidé de les recueillir et de s'occuper d'eux comme s'ils étaient ses propres enfants. Pendant leur croissance, il leur a tout appris sur les plantes, les potions, la manière de travailler les ingrédients et de préparer les meilleures potions. Du moins jusqu'au jour où il a disparu, ce qui a poussé Natiens à s'enfermer dans sa cabane comme un fou. Donc il y a pas mal de mystères. Mais ici, l'herboriste commence déjà à reprendre conscience et à voir que l'état de la vallée empire. Et d'utiliser sa préparation, même si les fées du coin ne le laissent pas faire en l'attaquant sans réfléchir. Donc Perceval est le seul à le défendre, lui donnant la confiance grâce à l'expérience qu'il a entre les mains. Alors quand le brouillard toxique commence à se répandre, éliminant toutes les créatures, Natiens utilise sa capacité vénéneuse qui consiste à assimiler n'importe quel liquide qu'il absorbe et à le répliquer avec son pouvoir. Il la répand instantanément dans toute la forêt, ce qui commence rapidement à avoir un effet positif sur toute la vallée, y compris sur les créatures transformées. C'est la raison pour laquelle tout le monde l'a accusé. Mais il ressent aussi de la culpabilité à cause de cela. Et en fait, son père lui a appris que pour comprendre les poisons et trouver le remède aux maladies, il doit travailler avec eux-mêmes. Même s'il devrait se sentir comme la pire personne jusqu'à présent, grâce à son travail, il a pu renverser la situation. Donc les choses se calment pour le moment.
tandis que Percival se fait une mule bien grossière et il ne reste plus que les faits. Il s'excuse pour toutes les rumeurs qu'ils ont créées sur l'herboriste et celui-ci leur dit que le véritable héros, c'est le protagoniste. Dans son innocence, il savait le risque qu'il prenait pour accomplir cette tâche. Cependant, le renard, grâce à ses sens, se rend compte que le poison est encore répandu sur la terre et la source. C'est une fissure dans la montagne, assez suspecte, d'où émerge une créature désagréable et déformée, dans le pur style des titans. Il s'avère que c'est le maître Ordo qui semble très agressif, mais qui attire Nascience, que sa sœur arrête heureusement au dernier moment. En effet, le corps de cette bête produit la toxine qui a contaminé la vallée. Cependant, le garçon ne peut pas le comprendre en se rappelant l'amour de sa mère pour les créatures et pour cette forêt. Ainsi, dans son entêtement, il s'en approche, essayant de le raisonner avec des mots, s'exposant ainsi à un danger. Là où le protagoniste est sa sœur. Pour le protéger, la jeune fille finit par utiliser son corps comme bouclier, se retrouvant dans un état très grave. Et c'est là que la fée douce, que le protagoniste a sauvée, entre en scène. Et il s'avère que c'est lui l'auteur de tout ce chaos, et qui a été chargé de transformer Ordo, sous prétexte que le vieil homme est un pêcheur né, et détruire toute cette zone est la façon de se racheter. Alors à ce moment-là, Percival change de personnalité, et rempli de rage, il jure à Nascience qu'ils récupéreront son grand-père et qu'il ne se laissera pas tromper par cette fée. Encore une fois, l'histoire continue avec Percival, qui est motivé à sauver le père de Nascience. Cependant, dans l'état où il se trouve actuellement, il ne sait pas quoi faire. Mais Sin a toujours des idées, car le plus rapide serait d'éliminer celui qui contrôle Ordo. Et ce n'est qu'une simple fée. Cela ne devrait pas poser de problème si ce n'était pas que derrière ce visage mignon se cache Talisker, un autre des chevaliers qui travaillant pour le roi de Camelot. Et par conséquent, Perceval sait que c'est un ami de son père. Cependant, le type, sûr de sa force et voyant le désespoir de l'herboriste, lui propose que s'ils arrivent à lui porter, ne serait-ce qu'un coup. Ils lui diront la raison pour laquelle son père adoptif est dans cet état si déformé, voire pire, et s'il parvient à le vaincre, il aura la possibilité de rendre à Ordo sa forme humaine. Et même ainsi, il sait que ce ne sont que des provocations de plus. Nascience n'écoute pas et décide d'attaquer sans réfléchir avec son autre capacité qui lui permet de générer du poison sur différents objets qu'il peut même disperser. Alors Percival souhaite aussi l'aider, mais Nasien ne le laisse pas faire. Comme quelqu'un sans pouvoir magique serait une proie facile pour Thalys, et comme le protagoniste ne peut pas invoquer sa magie pour une raison quelconque, il a l'air idiot pendant que l'herboriste essaie d'attaquer. Cependant, l'ennemi contrôle la météo à sa guise et fait tomber de la grêle à laquelle son rival ne s'attendait pas. Et c'est Percival qui, grâce à sa vitesse, finit par le sauver. Cependant, ils ont oublié Ordo qui apparaît par derrière et frappe son petit-fils. Et c'est Percival qui utilise maintenant son corps pour arrêter les coups et lui faire reprendre conscience avec des mots. Par moments, il parvient même à le faire douter un peu, voire à lui faire verser une larme. Alors Talisker commence à s'impatienter à cause du retard et envoie à nouveau une attaque de grêle qu'ils ne peuvent pas éviter. Cependant, une fois de plus, le protagoniste décide d'utiliser son corps pour arrêter la glace, recevant de nombreux coups sur tout le corps, mais atteignant complètement son objectif. Pendant ce temps, les autres le trouvent très blessé, démontrant la motivation de Percival à aider les siens. Alors Talisker s'ennuie et décide d'en finir une bonne fois pour toutes. Cependant, une lumière éclaire tout, créant une aura puissante autour du protagoniste, similaire à celle des créatures vues récemment. Mais cette fois, elles sont plus difformes et avec une évolution de puissance évidente. Même ses compagnons ne comprennent pas pourquoi cela se produit. Donc à ce stade, une simple attaque de Talisker ne fonctionne plus. Il doit essayer autre chose, parce que maintenant, ces créatures amorphes le dominent complètement. Et c'est parce que le protagoniste cherche à lui faire respecter les conditions qu'il a lui-même fixées au début du combat. Cependant, petit à petit, il se rend compte de la résistance du protagoniste et il se sent assez diminué, même lorsqu'il finit par le soumettre. D'une seule main, complètement entouré de pouvoirs magiques, il n'a d'autre choix que de dire la vérité sur ce qu'il a fait à l'herboriste, sachant que tout le monde savait à quel point il tenait à la forêt. Car pour Talisker, mais en général, pour tous les chevaliers qui servent Arthur, les humains qui consacrent leurs efforts à aider d'autres races que les humains eux-mêmes commettent un péché. Et ils ont averti Ordo à plusieurs reprises, dont aucun n'a retenu son attention, même s'il les a entendus. Et il a fini par recevoir cette punition. Comme une bête consumée par des pulsions obsessionnelles, il a été forcé d'attaquer la vallée qu'il avait lui-même protégée pendant si longtemps, avec la ferme conviction du chevalier que ce qu'il fait est juste, et pas seulement pour lui, mais aussi pour son roi. Quelque chose qu'un enfant ne comprendrait clairement pas. Alors maintenant, le type disait invoquer son pouvoir de foudre,
convaincu que cette fois, il mettrait fin au combat. Cependant, Perceval attrape la foudre avec sa main et la retourne contre son ennemi, qui ne comprend pas ce qu'est cet enfant. Jusqu'à ce qu'il réalise que la description des cavaliers de l'Apocalypse correspondait parfaitement à celui aux cheveux d'oiseau. Il décide alors d'utiliser sérieusement son pouvoir, car c'est l'occasion d'éliminer la seule menace pour les plans de son roi, ce dont Sin se rend compte. Et maintenant qu'il comprend que la magie du protagoniste semble s'adapter à ce qu'il pense, il le fait recréer l'arme parfaite. Et c'est comme Perceval. En se rappelant de ses anciens exploits avec son grand-père, il recrée cette grande épée qui neutralise facilement l'attaque de Talisker. Comprenant que s'il y a 4 de ces monstres, ce sera très difficile pour ses compagnons, parce que dans son cas, il est déjà presque mort. Même si le prota ne contrôle toujours pas vraiment comment fonctionne sa magie, on voit quand même la nonne se réveiller et surprendre tout le monde avec sa nouvelle couleur de peau. Et pourquoi est-elle encore en vie? Cependant, Sin sait que les géants de naissance ont la capacité de rendre leur peau complètement métallique. Et c'est ce que la fille a utilisé pour se sauver la vie au moment précis. Cependant, Ordo est toujours dans un état lamentable, ce qui fait que Nascience ne sait plus quoi faire. Et il n'a qu'une seule idée en tête, retrouver son père, et tous les objectifs qu'il désire étant. Cependant, avant qu'il ne puisse devenir triste, pleurer et tout, le protagoniste Sin, il trouve cet objet à l'apparence assez étrange que Talisker a laissé avant de mourir et qu'il décide de détruire, libérant ainsi la malédiction qui retenait l'herboriste. Et cela devient le bonheur pour tout le monde. Surtout pour l'antipathique Nascience, qui pour la première fois montre son bonheur sans se soucier de rien, donnant une leçon importante au protagoniste, qui plus tard n'hésite pas à le défendre avec ses amis. Pendant ce temps, Sin nous explique que le bâton étrange de Talisker s'avère être l'une des reliques du chaos, dont chaque chevalier en possède une et qui représente la plus grande malédiction de leur pouvoir. C'est pourquoi ici, Percival décide que maintenant il ne suffira plus de botter les fesses de l'assassin de son grand-père, mais qu'il s'occupera aussi d'aider toute personne qui souffre à cause de ses chevaliers et de leur bâton du chaos, et bien sûr, aussi de leur chef, Arthur. Mais pour l'instant, ils doivent commencer par voyager à Lyonesse, comme première ville à visiter. Cependant, avant qu'ils ne puissent aller manger quelque chose, Sin, d'une manière ou d'une autre, avait déjà tout préparé, avec l'une des créatures qui était maudite dans la forêt. De plus, l'herboriste finit par apparaître et souhaite, de façon étrange, faire une déclaration au protagoniste, ce qui reste assez anticlimatique. Cependant, il ne s'agit pas de cela, mais avec une expression sombre, il leur dit qu'il les accompagnera dans leur aventure, laissant son grand-père et sa sœur derrière lui, puisqu'ils ont décidé qu'il s'occuperait de rendre la vallée de plus en plus productive et un meilleur endroit. Pendant ce temps, il peut poursuivre son aventure pour devenir un herboriste aussi bon, voire meilleur, que son père. Cependant, Denis n'aime pas cette idée, ne le trouvant pas très utile pour l'équipe, et jugeant sa personnalité parfois compliquée. Cependant, il finit par être accepté dans l'équipe grâce à l'utilité de ses poisons dans certains cas qu'il pourrait rencontrer. Pendant ce temps, nous voyons que les fées de la vallée, bien qu'elles soient très tristes du départ de leur vieil ami, savent que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Car c'est la première fois qu'à Hassien, il rencontre une personne qu'il peut vraiment appeler un ami, et cela se voit dans son expression de bonheur. Cependant, l'histoire continue, et dans un village éloigné, Ironseed se trouve réuni avec le duc du lieu, qui essaie de le convaincre de l'importance de retrouver l'une des pièces du cercueil de l'obscurité éternelle, cachée dans ce village et qui l'attend. Le chevalier sacré pourra-t-il empêcher une catastrophe imminente dans le village? Cependant, c'est là qu'entre en scène Anne, la fille du duc, qui possède la capacité cachée de savoir quand quelqu'un ment. Et même si son père est le premier à le faire pour défendre sa ville, Ironseed est totalement corrompu par le mensonge. Alors, lorsque celui-ci essaie directement de lui proposer d'être l'épouse de son fils, le dégoût se lit sur son visage, si bien que son père met fin à la situation. Pendant ce temps, passons aux protagonistes qui survivent dans la Grande Vallée, et Perceval, qui essaie de contrôler son pouvoir, aussi instable et imprévisible que lui. Pendant ce temps, il trouve dans son sac le vieux couteau de cuisine de son grand-père. Il est évident pour tous que c'est une épée magique. Qui sait quel pouvoir elle a si elle appartenait à un chevalier sacré? Mais bon, ils doivent maintenant se concentrer sur leur voyage vers Lyon, où ils pourront trouver l'entrée de Camelot. Cependant, ce sont des endroits qui n'existent plus pour les gens ordinaires. Cependant, si Sin le dit,
Le protagoniste lui fait totalement confiance. Cependant, comme ils n'ont pas les merveilleux orbes de téléportation qui d'ailleurs ont été créés par un personnage qu'ils connaissent et que nous connaissons sous le nom de Merlin. Mais pour l'instant, ils doivent trouver le sorcier le plus proche pouvant les fabriquer. Ils arrivent dans ce village où les créatures du protagoniste, disons, décident de déterrer cette étrange stèle dont ils ne comprennent pas d'abord ce que c'est. Jusqu'à ce qu'Anne apparaisse pour les accuser de voleurs et d'alliés d'Ironseed. Donc comme personne ne comprend ce qui se passe, la situation devient tendue. Cependant, quand tout le monde semble être un menteur, la jeune fille se rend compte que Percival ne lui remet pas seulement la pièce, mais qu'il est totalement exempt de mensonges, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ainsi, lorsqu'une des servantes essaie de ramener la jeune fille chez elle, celle-ci décide, en dernier recours, de confier l'objet à Perceval. Cependant, à la fin, aucun d'eux ne sait vraiment quoi en faire. Et c'est Sin qui leur explique que des pièces de ce type font partie d'un sceau très puissant. Mais le protagoniste ne pense qu'à vaincre son père sans tenir compte du chaos qu'il pourrait provoquer. De plus, sa puissance n'est toujours pas à la hauteur d'Ironseed. Donc, pour l'instant, ils attendent simplement une réunion le soir, où le chevalier sacré explique l'importance de retrouver la pièce manquante du cercueil. Pendant ce temps, les protagonistes se contentent d'observer, car selon le rouge, activer le cercueil est la seule chose qui peut sauver les villageois du désastre imminent. Cependant, Sin sait tout cela. Il ment en regardant la pierre, car il s'agit d'un sceau qu'ils ont utilisé il y a 16 ans pour sceller les démons pendant la Grande Guerre, ce qui a coûté 16 âmes. Si Ironseed cherche à l'activer, il doit suivre le même processus, probablement avec les âmes de ces pauvres villageois. Ainsi, Anne, qui sait aussi qu'il ment, l'humilie devant tout le monde. De plus, elle finit par révéler son pouvoir, ce qui pousse Ironseed à la considérer comme un danger potentiel pour son roi. Alors avec toute cette agitation, le mieux pour les protagonistes est d'en profiter pour s'échapper. Cependant, malgré la colère qu'il ressent envers son père, Percival ne peut pas abandonner la jeune fille. C'est pourquoi il se montre à son père, qui le méprise comme toujours, et il emmène Anne dans un endroit sûr où ils peuvent s'organiser et mettre la pièce en sécurité. Mais il est trop tard quand la servante vue auparavant se révèle être le familier d'Ironseed, et elle parvient à s'échapper, complétant ainsi le saut qui déclenche maintenant un véritable chaos. Ils ne peuvent pas fuir car tout le village risque d'être massacré, le familier restant avec le duc. Et il commence librement le rituel, au cours duquel de multiples ombres sont libérées, avides de sacrifice. Alors il se dirige vers la ville, qui est maintenant envahie de créatures amorphes, et où Sin semble vouloir s'occuper de la situation. C'est quelque chose en quoi Percival a une confiance aveugle, et par conséquent, les autres aussi. Surtout parce qu'ils doivent s'occuper du chevalier. Même distrait par le rituel, personne n'échappe à son aura bestiale, semant la terreur chez tous, sauf chez Percival qui se lance à l'attaque. Cependant, la magie autrefois si utile est humiliée par la puissance de son père, sans égal, même en n'utilisant qu'une seule main. C'est pourquoi Donnie, à l'idée de mourir de cette façon, préfère s'enfuir, ce que Percival ne considère même pas. Et il continue d'attaquer, cette fois en unissant ses forces avec le reste de ses compagnons. Comme Anne, qui a une grande habileté à l'épée, mais même ainsi, ce n'est pas suffisant. Mais nul ne soupçonnait que Naciens avait mis du poison sur l'épée de la jeune fille. Et cela parvient à atteindre l'ennemi, ce qui réduit considérablement sa mobilité et ne fait que le rendre encore plus furieux. Et maintenant, ses attaques uniques se transforment en une pluie de X acérés, tandis que Donnie, face à la situation critique du village, se rend compte qu'il ne peut tout simplement pas fuir. Avec autant de gens souffrant à cause des démons agissant contre leur volonté. Pendant ce temps, au château, l'équipe survit grâce aux soins de Perceval. À ce moment, son père commence à le torturer et lui explique simplement pourquoi il a tué le grand-père. Son roi croyait qu'il était l'un des cavaliers et qu'il devait obéir. De plus, son grand-père lui avait volé un objet très important autrefois. Cependant, il sait qu'à ce moment-là, il s'est trompé de cible et il continue de l'attaquer brutalement. Il est conscient que son fils est le véritable cavalier qu'il recherchait et qu'il doit maintenant le tuer pour que les plans de son roi fonctionnent. Alors il le transperce avec une épée, tandis que personne ne peut rien faire pour le sauver. À peine Naciens récupère-t-il le corps, et même avec Linda lui donnant à boire, la potion améliorée n'a aucun effet, le laissant ainsi. Situation tendue, avec un enfant tué par son père, quelques jours après que son père a tué son grand-père louche. Donnie, après avoir aidé au village, retourne au château pour soutenir ses compagnons. Là, pour une raison inconnue, l'une des créatures de soins du protagoniste apparaît, même si son maître est mort, ce à quoi Ironseed ne s'attendait pas et décide de l'achever avant que cela ne devienne dangereux. Cependant, ce n'est pas si simple grâce à Naciens et Anne qui refusent de laisser mourir la seule personne authentique qu'elle ait connue. Pendant ce temps, des créatures continuent d'apparaître partout. Tout cela pendant qu'Anne, maintenant avec sa nouvelle coupe offerte,
fait de son mieux pour tenir bon. Même si Ironside attaque encore, il paraît moins efficace face à la démonstration du protagoniste. Voyant sa puissance croître si vite, il sait qu'il est trop dangereux de le laisser vivre et qu'il doit l'éliminer immédiatement. Le pouvoir de Percival agit grâce à la motivation de son grand-père et de ses compagnons, et il l'appelle Espoir. Pendant ce temps, les démons attaquent les villageois malgré la diversion de Donnie, quand soudain un guerrier apparaît. Utilisant des couteaux avec une grande habileté, il élimine sans difficulté chaque démon qu'il rencontre, l'un après l'autre, sans même fournir d'efforts. Pendant ce temps, le familier d'Ironside ne peut rien faire d'autre que regarder tout le plan de son maître s'effondrer jusqu'à ce que vienne son tour. Les protagonistes en concluent donc que cela est dû aux alliés que Sin a obtenus. Et c'est ici que la situation change car le chevalier sacré commence à accepter l'échec de son plan. Et comme c'est un déshonneur, son roi, qui va probablement finir par le tuer. Donc, en voyant tout le mal qu'il a fait à son père et à son fils. Comme dernier souhait, il veut voir le visage de Perceval de près, une dernière fois, ce qui parvient à émouvoir le protagoniste, car cela reste son père. Mais Anne lui fait bien comprendre qu'Ironside est entouré des pires mensonges, ce qui énerve l'ennemi, qui n'en peut plus de cette fille étrange, et encore moins de son fils, qu'il ne fait qu'insulter tout en essayant de l'attaquer. Cependant, maintenant, Perceval peut esquiver plus facilement en utilisant son pouvoir et sa cape. Cependant, il ne peut pas fuir éternellement. Profitant du poison de Natiens encore actif, il tente une première attaque, sans grand succès. Grâce à l'effet de surprise, la compétence de Donnie et un piège classique, ils parviennent à éloigner le cercueil, séparer les parties et garder la plus importante. Ils parviennent également à dévoiler le visage de l'ennemi qui se retrouve complètement dépassé, malgré sa force brute. Il admet que Percival s'en est très bien sorti. Cependant, il sait qu'il ne fait que retarder la chute imminente de Lyonesse, qui reprendront le contrôle. Avant qu'il puisse continuer à se battre, un autre chevalier nommé Morlange l'interrompt, affirmant qu'il y a des priorités. Et dans ce cas, il y a un guerrier inconnu dans la ville qui, d'après ses attributs, pourrait être associé aux 7 péchés capitaux. Quelque chose qui ne leur convient pas du tout, et avec un regard haineux envers son fils, ils doivent partir, nous laissant avec la fin du combat et une victoire pour l'équipe épuisée. Cela dit, tant le père d'Anne que les villageois remercient pour tous les efforts fournis, surtout grâce à cet allié qu'il a obtenu. Saint, qui de manière suspecte, après être revenu, a inventé une excuse sur la façon dont il a réussi à l'appeler. Quoi qu'il en soit, la tranquillité s'empare des lieux. Même si Percival ne pourrait pas être plus heureux, comme toujours, il remet sa douleur à plus tard, jusqu'au lendemain matin. Il se rappelle à quel point son père ressemble à son grand-père, même dans ses expressions, même dans sa façon de lui parler. Cela le rend tout simplement très triste, parce qu'on parle d'un enfant qui doit ressentir la haine de son père. Mais bon, maintenant, nous allons à Camelot, où pour la première fois, nous voyons Arthur Pendragon, le chef suprême de ses chevaliers. Et il réprimande Ironseath pour son échec. Même s'ils sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ce sont des enfants qui l'ont vaincu, ce que le vieil homme accepte ainsi que sa punition. C'est pourquoi le chef utilise sa force obscure et à travers une technique assez macabre, il semble fouiller à l'intérieur de lui avec une douleur atroce. Pendant ce temps, Arthur lui raconte qu'il a créé la terre de Camelot pour que les humains n'aient pas à souffrir à cause des guerres des autres races. Cependant, tant que les 7 péchés ou les 4 cavaliers de l'Apocalypse existeront, il ne pourra jamais mener son plan à bien. Le ramenant à la réalité, où Arthur a guéri le poison qu'Ironseath avait encore dans son corps et décide de lui donner une nouvelle chance de réaliser ses plans. Cependant, pour le moment, il ne doit pas chercher Percival, ni le guerrier inconnu, mais simplement trouver la jeune fille qui sera sa future épouse. Et cela a-t-il un rapport avec le fait qu'il peut anticiper ses ennemis? Pendant ce temps, après que les protagonistes ont reçu les remerciements du duc, celui-ci leur raconte quelque chose de plus sur Ironseath. Il a été le compagnon d'armes de son épouse en tant que chevalier sacré, dont elle a toujours vanté les mérites. Son incroyable sens de la justice et la gentillesse qu'il a toujours eue, dont il ne reste plus grand-chose aujourd'hui. Mais ils sont interrompus, car Anne apparaît avec un nouveau style, et pas seulement de coiffure, pour suivre les traces de sa mère en tant que chevalier sacré. Et comme son père sait qu'il ne peut pas l'arrêter, il la confie à Percival, qui était la personne idéale dans cette situation. Ainsi commence une grande équipe à laquelle elle est plus que bienvenue. Pendant ce temps, le plus difficile est l'adieu avec son père, qui a tout de même beaucoup confiance en elle. Alors ils se réunissent tous, prennent leurs valises et se dirigent vers Lyons, tandis que Percival ne peut pas se sentir tranquille face au destin qui l'attend, celui de détruire le monde entier. Mais c'est Shin qui le calme, en lui disant qu'il doit simplement devenir plus fort et s'opposer à ce futur qui l'attend. Et s'il a besoin de soutien pour cela, il a ce formidable groupe d'amis qui l'accompagneront dans la décision qu'il prendra.
En plus, ce garçon est vraiment doué et on ne peut pas le nier, mais bon. Mais dès qu'il commence le chemin vers Lyon, on se rend compte que le cheval pourri qu'il a, qui est un cadeau de son père, est le plus bas de gamme et le plus lent qui existe. Cependant, c'est la seule compagnie que la fille a eue depuis son enfance. Avec son caractère compliqué, elle avait du mal à se faire des amis, même si maintenant elle en a de très bons. Cependant, le petit cheval est très compliqué et ne peut même pas faire 1 kilomètre sans tomber dans le coma. Et ils doivent arriver à Lyons, un endroit dont elle se souvient car c'est la maison de ses idoles, les 7 péchés capitaux. Et où elle compte réaliser son rêve de rencontrer le séduisant Méliodas, dont elle a même une des affiches de recherche. La surprise qu'elle va avoir avec le nain. Mais bon, elle propose qu'ils choisissent un chef, et comme aucun des autres ne remplit vraiment les conditions. Donnie, qui est aussi un bon chef, elle se présente comme la meilleure option. Cependant, même si elle a le titre, Shin est toujours le plus stratégique. Et ils tracent rapidement un chemin vers Lyonesse où ils évitent une forêt dans laquelle ils pourraient facilement mourir. Mais en allongeant un peu le récit du voyage, ils arrivent d'abord dans un village appelé Kant. Et là, nous allons un instant dans l'une de ces tavernes. Et nous faisons la connaissance de Hauser, apparemment un simple ivrogne, mais qui s'avère être l'actuel chef des chevaliers sacrés de Lyons. Et en plus, c'est l'oncle de Donnie, qui, il y a longtemps, entraînait lui et son frère Edrin pour devenir de grands chevaliers. Mais si aujourd'hui l'un d'eux est artiste de rue, ça doit être pour une raison. En tout cas, après avoir avancé avec le petit cheval dormeur, ils arrivent en ville où ils sont surpris. Il y a beaucoup de commerces, mais à part le bar, les auberges et la zone de combat, il y a quelque chose d'étrange avec les produits. Et on le voit tout de suite quand la grande âne décide de dépenser tout l'argent qu'ils ont dans des produits dont ils n'ont pas besoin, mais qui coûtent tous le même prix, même si ce sont des choses différentes. Malgré cela, ils s'en préoccupent peu et choisissent de gagner un peu d'argent, tandis que Donnie et Nassians préfèrent se détendre. Cependant, la rencontre entre Donnie et son oncle a finalement lieu. Ce dernier lui reproche d'avoir abandonné l'entraînement de chevalier sacré et de passer son temps à boire dans les villages, ce que Donnie ne peut pas nier. Pendant ce temps, des personnes mystérieuses perdent partout en ville. Et Percieux continue de gagner tous les combats, dans l'arène du coin, raflant toutes les mises et récupérant une partie de l'argent qu'ils avaient perdu. Pendant ce temps, Nassians remarque qu'il est étrange que le chevalier sacré se trouve dans une zone aussi éloignée de Lyons. Cependant ici, il exagère un peu avec son neveu, sachant qu'il a quelque chose de spécial, ce qui serait dangereux entre de mauvaises mains. Et il ne lui ferait pas confiance, lui rappelant qu'il n'a jamais rien accompli dans sa vie. Et sa mère, qui est morte, serait tout aussi déçue. Il va même jusqu'à le frapper alors qu'il est ivre. Alors toute l'équipe se réunit à la taverne, tandis que Donnie ne peut que s'enfuir, assez bouleversé par ce qui s'est passé. Et en plus, Hauser lui prend son argent. Ceux qu'ils considèrent comme de simples gamins commencent eux aussi à s'énerver et décident de régler ce qui se passe, avec un bon combat. Mais qui peut tenir le plus longtemps l'alcool? Dans une séquence où Nassian semble très confiant de ses capacités, il explique aux autres qu'il a déjà découvert ce qui se passe dans cet endroit. En effet, tout le commerce Khan est basé sur des objets marqués ou faits sur commande, et la vente de ceux-ci à des prix similaires. Ce qui n'indique qu'une seule chose vu le style de ses habitants. Tout le monde ici est un voleur. Et même si Hauser est arrivé à la même conclusion, il est déjà trop tard car ils sont encerclés. Et maintenant, ils se retrouvent face à leur chef, qui s'avère être l'autre apprenti du chevalier sacré, Edrin. Ils sont encerclés par une multitude d'ennemis qui avouent avoir pris le contrôle de la ville, désarmant tous les aventuriers qui s'en approchaient, y compris maintenant le grand Hauser. Mais cela leur fait comprendre qu'il faudra bien plus que lui retirer ses armes pour le vaincre. Il dit cela avec une présence imposante qui semble plus puissante que toutes les autres, si ce n'était pas pour l'alcool qu'il a dans le sang, suffisant pour l'endormir. Cependant, même si la plupart sont inconscients, il reste encore Science et sa magie qui parvient à endormir la majorité des voleurs. Mais Edrin semble avoir un atout dans sa manche, avec cette sorte d'illusion de Percival, à cause de laquelle il finit par se faire frapper. Et tout le monde est emmené dans un cachot. Pendant ce temps, Donnie, à l'extérieur de l'endroit, continue de réfléchir aux paroles de son oncle, dont il sait qu'elles sont très justes. Et c'est ici qu'il retrouve Edrin, qui le considère toujours comme son ami. Cependant, il semble que tous les deux aient beaucoup changé, lui parlant d'une manière plus égoïste et sans cet esprit d'entraide qu'il avait auparavant. Malgré tout, il apprécie Donnie et lui propose de rejoindre un nouveau travail lucratif qu'il a trouvé, ce que Donnie ne sait pas trop comment prendre. Et encore moins lorsqu'il lui raconte qu'il s'agit de voler les gens qui arrivent au village.
Il se contente donc d'être heureux de l'avoir salué et décide de chercher Percival. Cependant, Edrin lui dit qu'il les a tous enfermés et cela met le guerrier très en colère. Cependant, il ne peut rien faire en voyant l'arme secrète de son vieil ami, tandis que Hauser leur dit que ce lâche ne fera rien. Mais il s'avère que le barman que nous connaissons bien s'appelle Taizu, le grand Taizu qui est gentil avec tout le monde. Et il décide de les libérer en disant aux chevaliers sacrés qu'ils doivent s'occuper de l'arme de son apprenti, un grand dragon légendaire qu'il a apprivoisé d'une manière étrange. C'est donc une nouvelle mission, réveillant Percival et Anne, qui apprennent à interagir avec le chevalier sacré. Taizu leur explique qu'Edrin n'est pas un méchant classique. Il vole mais laisse toujours partir ses victimes et ne fait que prétendre être fort. C'est quelque chose que le barman a remarqué dès le premier jour où il a mis les pieds dans la taverne. Et en se laissant mal influencer, il a gagné du pouvoir et des gens derrière lui, pas de très bonne réputation, qui ont décidé de le soutenir après qu'il ait volé l'œuf du dragon ancestral, avec lequel il l'a maintenant apprivoisé. Cependant, après tout ce temps, le bébé dragon devrait déjà être sorti de sa coquille. Et la mère commence à le défier, puisque ce n'est pas l'œuf original, seulement une copie. C'est la capacité d'Edrin de répliquer. Et quand la mère s'en rendra compte, elle commencera à tout détruire. Cependant, Hauser ne veut pas le sauver parce que, selon lui, il le mérite. Mais Taizu a pu constater que ce n'est pas une mauvaise personne, qu'il protège les femmes et les enfants, allant même jusqu'à laisser en vie les chevaliers qu'il capture. C'est la raison pour laquelle il a été trahi par ses subordonnés. Ceux-ci laissent tomber l'œuf et finissent par libérer la fureur du dragon qui commence à tout détruire. Pendant ce temps, il découvre qu'Edrin gardait le vrai bébé dragon, mais ne l'ont pas rendu à sa mère car il est malade. Et c'est ainsi que Naziens décide de le soigner, tandis que les autres partent sauver Donnie, ce que son oncle ne comprend pas, car ils le soutiennent. Il s'enfuit toujours, et c'est Perceval qui le défend, disant que ce n'est pas la personne dont il se souvient, car il essaie justement de sauver son vieil ami pour qu'il ne sombre pas. Il lui raconte que maintenant il veut vraiment devenir chevalier sacré, car il a trouvé quelqu'un pour qui il vaut la peine de risquer sa vie. Cependant, ils sont justement attaqués par le dragon, et c'est le protagoniste qui le sauve avec sa magie, allant même jusqu'à renvoyer une énorme attaque de feu contre le dragon, ce qui ne lui fait rien. Ici, nous évoquerons un événement passé de Hauser. Et comme il avait foi en Donnie pour devenir un grand guerrier, même s'il était peureux, et avec la motivation qu'il donnait toujours à Edrin, il pensait qu'il y arriverait. Cependant, nous revenons au présent, là où règne le chaos, où tout est détruit. Le bébé dragon ne s'est pas encore remis et Hauser ne sait toujours pas quoi faire. Alors Shen, qui l'observait depuis un moment, lui avoue que tout n'est pas la faute de ses disciples, mais aussi de sa volonté de les voir devenir des chevaliers aussi forts que lui, sans tenir compte du fait que chaque personne est différente. Et même s'il est vrai que Donnie est un lâche, lors de la dernière bataille, il n'a pas obtenu la relique par hasard, mais c'était une mission suicide où il a joué un rôle central. Tout comme Perceval, qui met maintenant sa vie en jeu, révélant son identité de cavalier, et qu'il s'agit d'une mission confiée par le roi inconnu de Léonesse. Donc pour l'instant, ils sont en train d'être anéantis, alors ils demandent à Science de retirer enfin l'alcool de son système. Pendant que dehors, tout le monde utilise de la magie qui est inutile contre le dragon légendaire, et ils ne peuvent s'en sortir qu'avec des ruses. En plus, le petit cheval décide de tomber en panne au milieu de la fuite. Et maintenant, ils sont acculés. Cependant, voilà que des tourbillons apparaissent, qui ne peuvent venir que de Hauser. Même si tous le considèrent comme un ivrogne faible, il reste le chevalier sacré qui a résisté et gagné la guerre d'il y a 16 ans. Ainsi, grâce à sa grande habileté et à ses mouvements portant son propre nom, il finit par maîtriser la bête avec ce gigantesque cyclone, gagnant le respect de tous, surtout de Perceval. Il s'émerveille de tout et maintenant il veut devenir chevalier sacré comme lui. Pendant ce temps, à Ascian, il parvient à faire apparaître le bébé dragon et à le réunir avec sa mère, ce qui la rendait inquiète. Pour des raisons de sécurité, il protège la ville et c'est là qu'Edrin veut repartir. Cependant, son maître lui rappelle toutes les mauvaises choses qu'il a faites, tout en lui donnant un grand coup de poing. Tout cela pour lui faire comprendre que la moitié de la faute lui revient pour lui avoir mis autant de pression. Quand Donnie a décidé de s'enfuir, cela n'a fait que le frustrer, alors il comprend qu'il est un mauvais maître. Et tous les deux doivent recommencer à zéro. Il s'excuse aussi auprès de Donnie, qui ignorait qu'il avait appris à apprécier sa vie ainsi, même en étant un lâche, après que sa mère lui ait dit de vivre pour eux deux. C'est ce changement, après avoir rencontré Percival et les autres, il règle tout pour qu'avec son frère, ils puissent poursuivre leur objectif de devenir des chevaliers sacrés. Et pour cela, il lui rend la relique, en l'avertissant que tant qu'il possédera ce foyer, tous les disciples d'Arthur le traqueront, cherchant quelque chose qu'il n'est pas. Il n'est pas prêt et s'enfuit à nouveau. Cependant, Percival décide que lui, il portera cet objet. Alors, avec un peu d'aide supplémentaire,
Hauser finit par lui remettre l'arme qui l'accompagnera dorénavant. Shin réalise alors qu'il n'a pas encore informé son roi qu'il a trouvé le cavalier recherché. Alors il s'éloigne un peu du groupe, prend la forme du héros que nous avons vu il y a quelques chapitres et qui s'appelle Lancelot. Et il envoie une flèche en direction de Lyonesse. Là-bas, après un suspense incroyable et un mystérieux Satézat, nous découvrons que c'est pour le roi Méliodas, qui est celui qui a été derrière tout ce plan pour sauver Percival. Nous laissons avec une scène incroyable, pleine de nostalgie, à cause de ce que nous n'avons pas pu voir dans la série originale, qui donne des frissons à n'importe qui avec la voix du personnage, et qui nous laisse ici avec le 11e épisode de cette série que j'aime de plus en plus et qui a maintenu un très bon niveau de production. Pour ma part, c'est tout, rien de plus. Dès que nous atteindrons 400 commentaires, il y aura un nouvel épisode, une nouvelle info, une nouveauté, peu importe. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu, autant que j'ai aimé la faire, et comme l'a dit mon père, je vous abandonne.